champion du monde. Oui, monsieur. C'était ce matin, un peu plus tôt ce matin. J'aime ça, quand je fais de la description, j'aime ça compter mes résultats. Je sais pas pourquoi, je me les c'est comme si je me les appropriais. T'es pas le seul à faire ça, hein? Ben, rassurez-moi, parce qu'il me semble que... T'es pas le seul à faire ça. Dans des discussions avec des collègues qui couvraient différentes disciplines aux Jeux olympiques. J'ai couvert... J'ai couvert... Mais couvert, c'est comme... Non, c'est pas couvert. C'est même pas couvert. C'est comme... J'ai la médaille d'or. Moi, j'ai tant de médailles à mon actif. C'est ça. Je suis comme, hey... Non. Vraiment, vraiment pas. Je comprends que tu trouves ça drôle de dire ça de même, mais pas du tout. C'est toujours moi le descripteur le plus médaillé des Jeux de Pyeongchang. Je m'enorgueillissais de ça beaucoup. Non, ce matin, titre de champion du monde à Liam Brearley en snowboard, ce qu'on appelle la descente acrobatique, le slopestyle. Alors, j'en parle pour deux choses. D'abord pour me vanter et ensuite on est impressionné. Et ensuite pour me dédouaner parce que je vais peut-être avoir besoin d'aide. Ça se peut que je dorme pendant que vous répondez ou que vous jasez parce que c'était de bonne heure. T'as commencé ça à quelle heure? Je me suis levé à 2 heures. Oh, quand même. Ce que j'ai pas fait souvent dans ma vie. Moi, je me suis couché vers 1 heure puis je me suis levé à 4. Alors... ça, c'est ton problème. Monsieur Gascon... fait que ça se peut qu'on dorme. Je vais pérorer, puis ça me convient tout à fait. Ça se peut que Martin et moi, on dorme pendant que tu jases. Je vais pouvoir soliloquer. Non, c'est ça qu'on dit? Un soliloque. Un soliloque, oui. C'est quand tu parles tout seul? Ben, il me semble, oui. Ça se peut. Oui, c'est ça. Monologuer. Tu aurais pu te s'inscrire. Mais non, tu voulais absolument un beau mot. Un plus comme monologue. Non, ça, c'est un mot du... Il veut vraiment son deuxième discours d'une personne qui se parle à elle-même ou qui pense tout haut. Okay. Donc, c'est ça. Je me parle tout seul, puis je peux le faire pendant longtemps. Pense tout haut, puis on va faire de temps en temps. Non, vous allez dormir. Oui, non, mais peut-être un petit juste pour te donner un peu de gaz. C'est peut-être parce que moi, j'en ai pas couvert tant d'événements olympiques où j'ai vu une médaille. T'as pas beaucoup de médailles. Où j'ai vu une médaille canadienne. T'as combien de médailles à Paris? Zéro? Zéro. Zéro médaille. J'en côtoie 2 régulièrement, par contre. Là. Ah bon. Mais enfin... Donc, voilà, moi, c'est ça. C'est mon nouveau titre de champion du monde. Félicitations. Merci. Bravo. Merci. Tu me fais penser à un autre collègue qui fait ça souvent. Nous l'appellerons Ante Day One. Que l'on salue, d'ailleurs. Alors, et si vous pouvez parvenir, écrivez-nous, identifiez-le et gagnez. Et gagnez. Ah, tellement OK. Le balado, où est-ce que, quand vous gagnez, vous ne faites que gagner? Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin à cette phrase-là. Il n'y a pas de suite à votre victoire. Et gagner. Vous gagnez. OK, aujourd'hui, l'instinct du tueur, l'importance de ne pas lâcher et la LNH à Houston, c'est tellement OK, épisode 390. Avec votre journaliste affecté aux affaires du hockey, Alexandre Gascon. Salut, Alex. Bonjour, messieurs. Bonjour, Alexandre. Allô. Et votre chroniqueur principal au service des sports, Martin Leclerc. Salut, Martin. Bonjour. Je m'appelle Alexandre Coupal. Ben, on a scoré. C'était un offside, inches. Nui, il pogne le poteau bien profond. C'est une game d'inches, une game de pouces, tu sais. Des fois, ça prend le puck qui vont du bon bord. Mais à part de ça, comme je te dis, on a joué un bon match, puis ça garantit pas que tu vas gagner ces games-là. Mais je trouvais qu'on méritait au moins un point à soir, puis peut-être 2 aussi. Ben, c'était 1 point, finalement, parce que ça s'est réglé en prolongation à la faveur des Islanders de New York. C'était Martin Saint-Louis après le match de jeudi soir. C'est intéressant parce que c'est les mêmes affaires qu'on entendait, mais dans un contexte différent. Souvenez-vous, quand le Canadien perdait, c'était important de se concentrer sur le processus et que le résultat, s'il n'était pas satisfaisant, le processus l'était. Là, le Canadien échappe un point important, mais le processus est satisfaisant parce que, bon, j'ai pas vu le match en entier, mais de ce que j'ai vu, ou enfin, quand j'ai vu les tirs, là, quand je suis arrivé en troisième période, je me disais, le Canadien domine. Mais particulièrement en première période, je pense. Ouais. C'est plate un peu, mais depuis que Marc-Antoine a écrit sur Samuel Montembeault, le gardien ne le fait pas bien paraître. Il n'y a pas eu une bonne semaine. Non, c'est ça, exactement. Il y a eu une semaine difficile. Je pense qu'il a donné 4 mauvais buts en 2 matchs.
Puis hier, Toi, tu blâmes Godin pour ça. Là. ce sont des Oui, blagues. je sais. Mais Samuel, ouais, hier, je pense qu'une des grandes différences dans le match, ça a été la tenue des deux gardiens. Ouais. Honnêtement, Sorokin, sans être dominant ou extrêmement spectaculaire, a été très bon, très solide. Et Montembeault a donné, je pense, deux vilains buts. Puis ça a été une grande partie de la différence. Puis aussi, ça reste que je comprends que sur un match donné, les statistiques, dans le fond, ne veulent pas nécessairement dire grand-chose parce qu'on peut dire telle équipe est la pire à tel chapitre et tout. Puis évidemment, sur un match, ça n'a pas une très grande valeur, mais il demeure que quand tu affrontes un des pires avantages numériques des 20 dernières années, à environ 11% avant le match C'est d'hier, les Islanders. les Islanders de New York, ils ont marqué 2 fois en 3 occasions. Tu te coules un peu. Il y a un but là-dessus. Qui est un des deux mauvais buts. Ouais, un des deux mauvais buts de Montembeault. Reste que Duclair était seul à l'embouchure du filet, là, il était à découvert. Et même si c'était pas un tir très, très franc. Celui d'Holmstrom, on va lui donner. Mais quand même, cet avantage numérique-là, sur le but de Simon Holmstrom, je les regardais, puis j'ai dit à ma copine qui est à côté de moi pendant le match, j'ai dit, c'est le pire avantage numérique de la Ligue, et de loin, ils ont l'air de l'armée rouge là, en ce moment. Donc, on n'arrivait pas à casser les patrons de jeu des Highlanders. Alors, il y a défaillance sur les unités spéciales, particulièrement des avantages numériques. Montembeault n'a pas été très solide, sauf qu'ils ont fait preuve d'abnégation, puis sont allés chercher un point important. Mm-hmm. Et n'est-ce pas ça le plus important? Ou enfin, n'est-ce pas... écoute, non, mais pas le point en tant que tel, mais d'avoir réussi dans ce contexte-là à aller le chercher. Oui, mais moi, je pense vraiment que l'histoire de la semaine et l'histoire de ce match-là hier, ce sont les mauvais buts que Samuel Montembeault a accordés. Là. Je pense que le gardien parle à son équipe en ce moment, à l'équipe de direction. Je suis fatigué. On devrait peut-être surveiller ça. Quand ton gardien commence à accorder des buts, que la rondelle, il y a une expression assez comique au hockey, là, quand la rondelle passe à travers le corps du gardien, le gardien dit quelque chose. Depuis la pause des 4 nations, Samuel Montembeault était le meilleur gardien de la Ligue nationale avec Connor Hellebuyck. Mm-hmm. Ça, c'était en début de semaine. C'était en début de semaine. On parlait de ça en début de semaine. Contre les Sénateurs, il y a eu des mauvais buts. Ça aurait pu jeter complètement l'équipe par terre. Il aurait pu perdre ce match-là qui était crucial. Il s'est blâmé après le match, d'ailleurs. Oui, puis c'est tout à son honneur. Là. Puis ça arrive. Là, les gardiens ne peuvent pas être parfaits tout le temps. Puis là, contre les Islanders, ça a été un facteur. Le Canadien a obtenu plus de chances de marquer, a obtenu plus de tirs au filet. Il y a eu 2 mauvais buts dans ce match-là, puis ça se finit 4-3 en prolongation. Là. Et je pense qu'il faudrait porter attention à ça. Samuel Montembeault, il se dirige vers une saison d'à peu près 60 départs ou autour de... il y a juste 9 gardiens dans les 5 dernières années dans la Ligue nationale qui ont fait ça. Là. Il y en a qui l'ont fait dans plusieurs saisons, comme Saros, comme Vasilevski. Hellebuyck. Mais Hellebuyck quelques reprises aussi. Mais c'est pas tous les gardiens qui sont capables de faire ça. Et Samuel n'a jamais fait ça. Mais non. Et tu sais, un gardien qui manque de gaz dans le dernier droit, là, ça peut couler une équipe complètement. Fait que je pense qu'il faut être attentif à ça. Et c'est pas comme si on avait un gardien auxiliaire qui est des kilomètres en arrière du gardien numéro 1 en termes de talent. Là. Il est fiable de bêche. Et on a une culture à Montréal depuis toujours. Les grandes équipes du Canadien n'ont jamais hésité à placer des jeunes devant le filet quand des vétérans commençaient peut-être à fléchir. Je sais que c'est un échantillon de 2 matchs seulement, mais ça fait 2 matchs de suite. Puis, quand on regarde la situation dans son ensemble, Montembeault n'a jamais été dans cette zone-là présentement. Alors, c'est peut-être mieux de le reposer. Puis, pendant la pause des 4 nations, ses coéquipiers se sont reposés. Lui, il ne s'est pas reposé. Il était avec l'équipe canadienne, puis il s'entraînait. Puis, il affrontait les tirs les plus dangereux. C'est juste... C'est important de s'attarder à ça parce que ça peut avoir un effet. Là, ça a eu un effet. Le Canadien est sorti avec 3 points sur 4 dans 2 matchs où Montembeault a donné 2 buts. Mais ça ne sera pas comme ça. Ce sera pas comme ça tout le temps. Et c'est une occasion perdue incroyable hier. C'est rare quand tu as une course aux séries qui implique 3, 4, 5 équipes
que toutes les équipes avec lesquelles tu te bats vont perdre le même soir. Là. Des soirées de 4 points comme ça va arriver une fois par 2 semaines ou par 2 semaines et demie si tu as le bonheur de gagner ce soir-là. Alors, c'est une occasion perdue. Le Canadien pourrait être 4 points en avant de ses plus proches poursuivants vendredi matin. Puis là, il est à 2 points seulement. Puis ça a redonné vie aux Islanders. Ça place une équipe de plus dans la course. Alors, c'est ça. Ça doit être mon attitude de perdant, mais moi, je vois ça à l'envers. Je me dis, tant qu'à t'as la bonne soirée pour perdre, tout le monde a perdu. Bonne soirée pour perdre. Non. C'est ça, d'ailleurs, le titre de mon autobiographie. Je le vois pas tant comme une occasion perdue parce que tu peux pas tous les gagner, les matchs non plus. Là, puis, il vogue vraiment sur une incroyable séquence qui les a propulsés dans la dernière place des séries pour le moment. Les joueurs mardi, quand Montembeault a donné des buts un peu plus faibles, le deuxième, entre autres, là, qui est un but vraiment étrange, là, il l'a arrêté, puis je pense que la rondelle a peut-être rebondi sur le joueur en avant, je ne suis pas certain. Elle a flippé passé par-dessus sa tête et tout, puis ça n'a pas été évident. Les joueurs voulaient vraiment aller décrocher la victoire, entre autres pour Montembeault, qui, lui, les a très régulièrement sortis du pétrin durant la saison. Alors, il y avait un peu cet aspect-là. Mais là, ça arrive 2 fois de suite dans 2 matchs. C'est peut-être, là, tu te dis peut-être, il y a peut-être une vraie défaillance, mais reste que le CH s'est battu, honnêtement, à 3-1, quand Horvat a marqué le premier de ses 2 buts, porté la marque à 3-1 en troisième période. Je pense qu'on croyait un peu tous que les carottes étaient cuites, surtout que Sorokin est un excellent gardien, donne pas grand-chose et tout, mais le Canadien a continué à se battre avec acharnement. Newhook a frappé un poteau. Il y a eu d'autres occasions de marquer. Gallagher en échappé. C'est un match d'une game de pouce. Le drôle de but de Patrick Laine, mais quand même, qui, selon moi, en était un. Là. S'il y a eu contact entre Slavkovski et Sorokin, c'était à l'extérieur du demi-cercle du gardien. Alors, ça aurait été quand même étonnant qu'il renverse cette décision-là, mais... J'ai trouvé ça étrange que Patrick Roy puis lui, il était convaincu. C'est parce que maintenant, c'est plus noir et blanc qu'avant dans la Ligue nationale. Quand un joueur passe dans le demi-cercle du gardien, s'il l'accroche dans le demi-cercle du gardien, le but est refusé. Comme celui de Newhook il y a quelques jours. C'était contre les Panthers. Oui, c'était contre les Panthers. C'était Gallagher. Gallagher est allé devant le filet. Il n'a pas empêché Bobrovsky de se déplacer tant que ça, là, ou peut-être très légèrement, mais Newhook aurait marqué, même si Gallagher n'avait pas été là. Donc, c'est l'erreur de Gallagher. Sauf qu'il va un petit peu trop loin. Ouais. Il applique un peu trop de pression. Il y a un patin qui est dans la peinture bleue et qui accroche clairement le bâton de Bobrovsky. Et ils ont dit, non, c'est terminé. Alors ça, on essaie d'être... c'est clair. Ça fait longtemps qu'on essaie de tracer une ligne de démarcation dans le sable pour savoir qu'est-ce qu'une obstruction sur le gardien, qu'est-ce qu'il n'y en est pas, quand est-ce qu'on refuse un but ou pas. C'est loin d'être parfait. Il reste plein de choses à peaufiner. Mais là-dessus... ils ont été constants. Alors, j'imagine que le pari que Patrick Roy faisait, c'était... Parce que Slavkovski passe légèrement... Il y a un patin qui passe un peu dans la peinture bleue, mais à ce moment-là, il ne touche pas Sorokin. Puis c'est dès qu'il en est sorti puis que Sorokin s'avance pour défier le tir, parce qu'il s'avance quand même pas mal, c'est lui qui fait contact avec Slavkovski, mais ça se joue un peu, là. Donc, peut-être qu'il s'est dit, il a touché à mon gardien... Oui, mais c'était risqué. Mais mon point n'est pas juste sur le jeu en tant que tel, c'est sur la situation de match. Tu viens d'accorder un but, tu fais une contestation. Si tu perds la contestation, ce qui s'est avéré, le but est bon, puis tu retournes en désavantage numérique. C'était risqué. Et tu as un des pires désavantages. Tu es 31e en désavantage numérique dans la Ligue. Tu fais basculer le match de bord alors que c'est un match crucial pour la saison de ton équipe. Avant de contester, là, dans ce temps-là, il me semble que tu essaies d'avoir la ceinture et les bretelles. Tu essaies d'être pas mal sûr de ton affaire. Ça me semblait... C'était risqué. Ça me semblait ténu. Heureusement pour lui, le Canadien en avantage numérique après n'a rien fait qu'il vaille. Là. Donc, c'est pas là. Mais les Islanders avaient une grosse soirée sur les unités spéciales dans le corps. Oui, parce que généralement, ils sont particulièrement mauvais. Ouais. Mais ils ont fait des gaffes, là, tu sais... Pajot qui fait une passe à Gallagher, il reste 5 minutes au match environ, fait une passe risquée à la ligne bleue offensive. Mike Riley qui s'enfarge dans les fleurs du tapis. C'était pas une même sur le même. Ouais, c'était pas une séquence particulièrement chic, là. Puis bon, tant mieux pour Gallagher puis le Canadien, mais c'est loin d'être une équipe... Ils ont démontré eux aussi que c'était pas
C'était loin d'être parfait. Gallagher a une grosse semaine, sérieusement. Puis dans le contexte du décès de sa maman aussi. Mais le Canadien, moi, je le vois comme c'était 2 matchs mal embarqués qui, dans un passé pas si lointain, auraient mené à probablement 2 défaites en temps réglementaire, ou peut-être que le Canadien serait allé chercher 1 point. Mais là, comme tu disais tantôt, ils sont sortis de ces 2 matchs cette semaine avec 3 points sur 4. Donc, honnêtement, je le vois un peu comme une petite victoire. Ils ont encore leur destin entre les mains. Ils ont 2 points d'avance sur les équipes. Ce sont les 2 équipes de New York qui les poursuivent, là, qui leur souffrent dans le coup, sauf que les Rangers ont joué 2 matchs de plus. Les Islanders deviennent peut-être soudainement l'adversaire le plus menaçant en ce moment. Mais c'est parce que ça aussi, ça change. Ça aussi, ça change d'une semaine à l'autre. La semaine passée, c'était les Blue Jackets. Là, cette année, c'est ça. Cette semaine, c'est les Islanders. C'est les Rangers avant ça. C'est très serré. Mais là, ça a un peu pas d'allure. Le rôle de pourchasser, c'est pas la même chose que le rôle de maintenir. De pourchasseur. Et la dernière fois que le Canadien est devenu ou aurait dû être un pourchasseur, ça s'est pas très bien passé. Ils se sont réveillés, c'était quoi, le matin du 21 janvier ou au soir du 21 janvier, matin du 22 janvier, après la victoire contre le Lightning de Tampa Bay. Le CH se trouve dans le dernier poste. Ah oui, souvenez-vous de la dernière fois. Ça a été une journée. Ça a duré 24 heures. et là, s'est amorcé une glissade quand même spectaculaire de 8 défaites en 9 matchs. 1-7-1. Donc 3 points sur une possibilité de 18. C'est quand même fameux qu'ils soient encore dans la course quand on pense à ça. Alors, là, c'est la 2e fois que le CH se retrouve dans cette position de on doit défendre le terrain qu'on a gagné, pas céder de pouce, justement, et être solide. Et puis, bon, c'est mieux parti, là. 2 jours après la victoire contre le Lightning, à l'époque, on s'écrasait contre les Red Wings de Détroit. Je trouve que dans ce match-là, le CH est sorti fort, ils ont obtenu plus de chances de marquer, ils ont été meilleurs à 5 contre 5. Sorokin a été très bon en première période pour faire en sorte que ce soit l'égalité après 20 minutes. Puis il y a eu toutes sortes de circonstances. Ils ont été malchanceux un peu sur le but de Nick Suzuki. Là, c'est vrai que ça s'est joué à 1 centimètre à peine. Mais ils m'ont pas donné la même impression que l'équipe de fin janvier qui venait de connaître un mois extraordinaire, mais on commençait à avoir des signes de faiblesse. C'est vrai. Oui. On en parlait, on le voyait, il revenait de l'arrière tout le temps, puis c'était des victoires un peu miraculeuses. Puis, ça ne sera pas soutenable à long terme. On voyait de plus en plus de risques qui étaient pris avec la rondelle. Exact. Et puis on le sentait venir, et c'est exactement ce qui s'est passé. Je trouve pas qu'on est dans la même situation actuellement. Et leur façon de disputer ce match-là, cette rencontre-là, moi, sans dire que ça me rassure, m'inquiète pas. Certainement pas. Ils sont allés chercher un point. Ils amorcent la défense de leur position de meilleure manière que la dernière fois. Mais la position clé a fléchi au cours des 2 derniers matchs. Il faut surveiller ça. Il faut être attentif à ça. Il faut faire de la prévention dans ce temps-là. Il faut que tu sois... et c'est difficile à faire parce que tu te bats pour une place en série. Tu te dis, c'est notre gardien numéro 1, c'est lui notre numéro 1. Je vais vivre ou mourir avec mon numéro 1. Mais si ton numéro 1 est fatigué, là, il va te servir à rien dans les 6 derniers matchs du calendrier s'il commence déjà à pomper l'huile. Puis ça peut te couler par le fond. T'es mieux d'y aller. T'es un jeune fringant, confiant, comme 2e gardien. Donne-lui un peu, puis arrange-toi pour que tout le monde soit capable de terminer en force. Mais on dit ça, mais tu sais, il y a une semaine, on disait là, Montembeault, dans le filet à toi et soir. Oui, mais quand lui. Jusqu'à ce que la saison se termine. Oui, mais lui est en train de faire la preuve qu'il est fatigué. Oui, je sais, c'est ça. Donc ça, mais comme Martin dit, c'est ça. Faut garder ça à l'œil. Tu regardes le calendrier, puis d'après moi, ils vont donner 2 des 4 prochains matchs à Jakub Dobeš. Parce que c'est un gros horaire. Contre l'Avalanche demain, il me semble que ce serait un bon moment. Montembeault est fatigué, ça paraît. Dobeš a battu l'Avalanche au début du mois de janvier. Il est invaincu contre l'Avalanche. C'est ça, il a une fiche parfaite de 1000. Il joue pour 1000. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va le faire une 2e fois, mais pourquoi pas? Je pense que c'est un bon moment. Puis après ça, tu peux redonner le filet à Montembeault à Saint-Louis, puis voir là, entre Philadelphie et Caroline comment gérer ça. Mais j'en donnerais 2 des 4 prochains à Jakub Dobeš pour lui permettre de souffler un peu. Je pense que c'est très gérable. Là. Inspiré par Brendan Gallagher, et c'est quelqu'un d'inspirant, et tu l'évoquais, qui traverse une semaine difficile.
vous savez, bon, des fois, c'est moi qui concocte la question du public. Puis là, je n'étais pas capable de faire une formule. Donc, c'est autre chose cette semaine, puis enfin aujourd'hui, puis on y viendra. Mais, tu sais, Gallagher, vraiment, depuis, c'est une année de rédemption. T'sais, on pourrait dire la même chose de Josh Anderson aussi dans une certaine mesure. Tu sais, je voulais concocter une question du genre... quel mal-aimé chez le Canadien? Ça veut dire, j'étais capable de faire une question, c'est juste qu'elle ne rentrait pas dans le graphique. Mais quel mal-aimé chez le Canadien en début de saison ou la saison passée, tu sais, c'est le plus, pas racheté, mais a trouvé le plus de valeur à vos yeux? Et je suis sûr que Gallagher et Anderson sont des candidats. Mais c'est quand même remarquable à quel point... les gens, l'an dernier, les identifiaient ça comme des problèmes, alors qu'aujourd'hui, c'est comme c'est essentiel au succès de cette équipe-là. Puis des atouts essentiels. Ouais. Dans le cas de Gallagher, il était le premier à dire qu'il a subi des blessures nombreuses et assez sérieuses au cours des dernières années, puis il était le premier à dire, écoutez, j'ai pas eu le temps de m'entraîner durant l'été. Le jour où je vais pouvoir m'entraîner correctement et de me rebâtir physiquement, je vais redevenir compétitif. Bien sûr, il vieillit, Brandon, mais c'est un gars... Moi, je pense que la capacité de donner ton maximum à tous les soirs, le maximum d'efforts à tous les soirs, c'est un talent. C'est un talent rare. C'est pas tous les joueurs qui possèdent ça. Et Gallagher, même quand le Canadien traversait une période difficile au mois de janvier, on en parlait avec Alex sur la passerelle, puis Alex disait, je comprends pas cette équipe-là, que c'est encore Gallagher à son âge qui est celui qui se donne le plus, soir après soir et tout ça. Quelle empathie, quelle belle empathie. Et ça a une valeur. Il y a beaucoup de partisans qui regardent... qui vont sur les sites spécialisés où il y a les salaires des joueurs et tout ça, puis qui font automatiquement l'amalgame entre le nombre de buts marqués ou le nombre de points récoltés et le salaire d'un joueur. Puis, bien sûr, Gallagher a mérité une partie de son salaire parce qu'il a connu des saisons de 30 buts, mais il apporte d'autres choses à cette équipe-là. Et moi, depuis longtemps, je prétends que Gallagher, c'est un des rares joueurs avoir porté les couleurs du Canadien dans les années 2000, qui aurait été capable de percer n'importe quel alignement du Canadien. À travers l'histoire. Ben voyons donc. Oui. Il aurait pu... Écoute, j'ai vu jouer les équipes des années 70, les joueurs de quatrième trio, c'est pas... il aurait pu, avec la combativité qu'il a soir après soir, avec ce qu'il est capable d'apporter, il aurait percé n'importe quel alignement. Mais il y a plusieurs... Nick Suzuki aussi. Ah? Nick Suzuki aussi. Oui, Nick Suzuki n'aurait pas été capable de jouer sur la quatrième. Okay. Sur un quatrième. Ah, donc, dans son rôle actuel, Gallagher dans son rôle actuel. Gallagher, point, il dit. Gallagher, point. Ouais. OK. Ouais. Non, mais je trouve que c'est une affirmation. Ben, nous autres, en même temps, on les a pas vus, ces équipes-là. Fait que peut-être que ça... Mais je pense que la disparité de talent au sein même de ces équipes-là était plus grande que ce qu'on voit aujourd'hui, là, non? Ben oui, c'est intéressant, ça. Non? Ben, c'est sûr que tu avais des joueurs qui étaient parmi les meilleurs de la Ligue. C'est comme McKinnon, comparer McKinnon avec les joueurs de... Oui, mais dans le fond, ce que je voulais dire, c'est que le niveau de talent moyen n'est-il pas plus élevé maintenant que ce qu'on voyait avant? Ouais. La classe moyenne est plus riche, contrairement à... C'est une bonne question. On va mettre ça dans notre épisode. Moi qui les ai pas vus jouer, là, je vais dire oui. C'est ça. Mais le niveau de jeu a monté. Les joueurs de façon les super vedettes aujourd'hui sont plus habiles que les super vedettes dans le temps aussi. Fait que le niveau de jeu de tout le monde a monté, mais je pense pas Mais est-ce que les écarts ont changé? Je suis pas sûr que les écarts ont changé tant que ça. Intéressant. Alors peu importe, ce que je voulais dire, c'est qu'il apporte quelque chose à cette équipe-là, Gallagher, et moi, je trouve ça beau de le voir aller. Il a fait exactement ce qu'il a dit. Là. Il a eu la chance de s'entraîner au cours des derniers étés comme il faut. Son rôle a été amoindri au sein de l'équipe. Il n'a jamais rechigné ou quoi que ce soit. Puis, soir après soir, je pense qu'il influence beaucoup la façon dont son trio joue. Puis, ce trio-là, il a trouvé une façon d'être important au sein de l'équipe. Et j'espère qu'il va avoir la chance de terminer sa carrière dans l'uniforme du Canadien. Ah, tu fais dans le romantisme? Ben, il me semble que
à la lumière de ce qu'on voit cette année, les chances sont assez bonnes. Il reste quoi, 2 saisons à son contrat par Oui, 2 autres années. Ouais. Ça le mènerait à 35 ans, je pense. Il va avoir beaucoup d'années quand il va être rendu à 35 ans, mais c'est un gars pour la culture de cette équipe-là. Puis on l'a vu là, dans les 2 matchs importants cette semaine. Contre Ottawa, il a préparé la passe qui a servi à Dvorak sur le premier but. C'était incroyable. La passe à Suzuki. Le but gagnant de Suzuki, il a soutiré la rondelle près du gardien, puis c'est lui qui l'a sorti de là, puis qui a permis à Suzuki de marquer le but. Puis le but égalisateur contre les Islanders, alors dans les grands moments, il se lève, il se lève encore, alors c'est un gars important. Dans les 3 dernières années, je suis en train de vérifier ça en même temps, mais ça a toujours été un enfant chéri des statistiques avancées. Là. Brendan Gallagher, elles lui font toujours une belle jambe, et pour cause, je dirais. Mais dans les 3 dernières années, qui n'ont pas été les meilleures de sa carrière, on s'entend, c'est quand même lui qui a généré le plus de ce qu'on appelle les buts attendus. Là. Donc, c'est un calcul qui, en fonction... C'est des buts qui comptent pas. Non, ben, tu peux en avoir marqué plus que ce qui était attendu ou moins. Ouais. Mais des fois, c'est en fonction de la chance, de ton niveau de talent. Il y a plein de facteurs qui entrent en ligne de compte. Mais les buts entendus, souvent, ça vient avec le nombre de chances de marquer que tu obtiens, le nombre de chances de marquer de qualité, d'où tu tires. Ça calcule aussi la provenance de la passe juste avant, etc., etc. C'est lui qui a le meilleur ratio de toute l'équipe. Encore aujourd'hui. Il est à près de 3 buts attendus par tranche de 60 minutes de jeu. C'est très élevé. Et ça demeure lui, donc, qui génère le plus de chances de marquer, qui se place dans les meilleures positions pour la mettre dedans. Il le faisait moins, pour toutes sortes de raisons. Mais malgré la trentaine, malgré qu'il avance en âge, malgré qu'il est ralenti, qu'il ne soit plus le patineur, il ne l'a jamais été, mais il est encore moins un patineur explosif, et qu'il n'a pas eu des bonnes saisons, qu'il n'y avait pas une touche autour du filet, c'est quand même lui qui provoquait le plus. Donc, quand on parle de valeur, c'est sûr qu'il y en a une encore immense pour cette équipe-là, sans compter son vécu. C'est le seul joueur... C'est le trait d'union. Exact. C'est le seul joueur qui sait c'est quoi disputer un match de séries éliminatoires dans un Centre Bell plein en portant l'uniforme du Canadien. La dernière fois que c'est arrivé, c'était en 2017, quand le CH s'est qualifié, avait terminé premier de sa division. Si ma mémoire m'est fidèle, ils avaient affronté les Rangers de New York au premier tour. Ça avait été une bonne série. C'est la dernière fois que le Canadien s'est qualifié à la régulière, là, si je peux dire. Il y a eu les 2... Dans une saison normale. Dans une saison normale. Il y a eu l'été pandémique dans la bulle. C'était du grand n'importe quoi. Montréal était 23 ou 24e. Ils sont entrés par la porte d'en arrière. Là, on avait élargi le format des séries éliminatoires. Ils avaient battu les Penguins de Pittsburgh. Les Penguins, pour perdre ensuite contre les Flyers. Oui, en 6 matchs, exactement. Et... donc, ils avaient fait ça. Puis après, évidemment, il y a le parcours jusqu'en finale de la Coupe Stanley. Mais ça demeure... dans une saison normale, ils ne seraient même pas qualifiés pour les séries. Là. C'est important de le noter. Ben oui. Donc, c'est le seul. Et Josh Anderson le disait l'autre soir après la victoire contre Ottawa. Il nous en parle régulièrement. Il y a d'autres joueurs qui l'ont dit aussi. Il nous dit c'est quoi cette ambiance. Vous pensez que vous vivez un moment en ce moment, mais attendez de voir si on se qualifie puis qu'on entre dans les séries éliminatoires. Ça va être autre chose. Ça va encore grimper d'une ou 2 coches. Alors, c'est ça. C'est un peu l'héritier de l'ancienne génération. Il est encore efficace et il y a une valeur autant sentimentale, de leadership et de contribution sur la glace. Oui. Le moment le plus incroyable que j'ai vu de la carrière de Gallagher, c'est dans les séries éliminatoires de 2020, dans la bulle. Contre Philadelphie. Contre Philadelphie, quand Matt Niskanen lui a donné un double échec en pleine face. Il a cassé la mâchoire et Gallagher était au banc avec la bouche en sang. Puis il continuait de narguer les Flyers avec la mâchoire cassée. Et après ça, il était en période de renégociation de contrat. Et je me souviens d'avoir écrit une chronique qui disait Marc Bergevin, vous êtes bien mieux vous êtes bien mieux de reconnaître ce que ce gars-là a fait pour l'équipe, parce que c'est un guerrier, c'est un gars qui se présente et c'est un talent. Je maintiens que c'est un talent extrêmement rare d'avoir des joueurs qui sont capables de se présenter soir après soir après soir et de laisser tout ce qu'ils ont sur la patinoire. Alors voilà, je trouve dommage qu'il ait été mal aimé à cause de son salaire, qu'il y a beaucoup de gens qui aiment prétendu qu'il devait être échangé. Un peu comme Anderson, hein, il y a quelques saisons, on en parlait l'année souvent. L'année dernière, surtout. Moi, Alex et moi, on en parlait souvent. On disait, on avait des confrères d'autres médias qui disaient « Ah, Anderson, échangez ça. » Puis on se disait,
dès la minute où ils vont l'échanger, ils vont partir à la recherche d'un autre gars exactement avec avec ce potentiel. Oui. Alors, c'est facile d'échanger des joueurs. Hein? Oui. Quand tu regardes ça à distance, puis que tu es un observateur de la chose, puis tu dis échangez-le. Comment dire? Oui, il y a la corrélation production versus salaire, mais c'était difficile il y a 2 ans d'imaginer un avenir à Brendan Gallagher. C'était pas farfelu de penser que sa carrière était pas mal finie. C'est un revirement. C'est un revirement de situation. Pas qu'il allait marquer 20 buts nécessairement, mais moi, de toute façon, il était coincé avec son contrat. Donc, ça, c'est ça. Moi, j'ai toujours cru qu'il allait se rendre jusqu'au bout, puis que ça allait justement devenir un ailier de 3e. Peut-être 4e trio dans le pire des cas, mais plus 3e trio qui va marquer 10-12 buts puis qui va se battre avec acharnement. Évidemment qu'on savait que ce ne serait plus le Gallagher des beaux jours, mais non, moi, je lui voyais un avenir avec le Canadien quand même. Là. Je suis dans mon pick-up sur la longue route. Y'a personne qui m'aime, puis j'ai perdu tout. Mais mon chien veut plus me parler. Heureusement, j'ai le hockey. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Et c'est pour Brandon, celle-là. Version Brendan Gallagher, country. un amateur de country. Il y en a plusieurs, hein, je pense. Ouais, c'est un vestiaire. Oh, amateur de country. OK, on a demandé via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport, on vous demandait, selon vous, quelle est la principale raison qui explique les succès du CH depuis le retour de la pause? Alors, vous pouvez réagir. Ça peut être juste un onomatopée, genre... Oh! Quelque chose du genre. Sur Facebook, Jacques, il va de soi que Suzuki et Caulfield sont des leaders inspirants et amènent les autres joueurs du CH à s'investir. Oh! Stéphane, sur Facebook toujours, le travail d'équipe, aucun passager. C'est pas pire. Non, mais c'est une bonne observation. On a fait théâtre. Oui, c'est ça. Et vous avez passé sur la flush. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de passagers dans cette équipe-là en ce moment. C'est tout à fait vrai. D'accord. Chantal dit un entraîneur qui a ses joueurs à cœur et joueurs qui ont leur entraîneur à cœur. Oui, je pense qu'il met le doigt sur quelque chose. Toujours sur Facebook, le repos, Stéphane, qui est un apôtre de Guy Boucher. Oui. Le repos est une arme. Le repos est une arme. Si je leur entends dire ça. C'était pas Pierre Dorion qui avait dit si j'entends encore dire ça, je vais faire des boutons. Je sais plus. On lui demandera quand on le croisera sur la galerie de presse. Mais c'est évident que le repos de la pause a fait du bien. Oui. À certains joueurs, à Hudson particulièrement. Oui, absolument. Puis, deux petites dernières. Une sur le Gram. Oli Chrétien-Rioux. J'ai eu besoin d'un... Mais je l'ai eu. Mais j'ai eu besoin d'un petit... La pause des 4 nations qui a fait du bien, la cohésion de l'équipe depuis la date limite et l'espoir. Que de bonnes réponses. Malamélé sur le tube. Le peu de blessures. On a beaucoup parlé quand il y en avait beaucoup. Oui. On n'en a pas tant. On en parle moins quand il y en a moins. Ouais. Mais on le mentionne. Mais il y en a quand même. Kirby Dach qui est encore parti pour presque une trentaine de matchs. Mais ils font tout ça sans Caden Goulet. Ouais. Ça, on n'en parle pas beaucoup. Là. D'avoir réussi cette poussée-là sans ton meilleur défenseur défensif, c'est impressionnant. Caden, est-ce qu'il va revenir? Là, Price est blessé aussi. Price. Ça aide pas. Là. Il a manqué toute l'année. Ouais. Est-ce que Goulet, c'est quoi le... Fais-nous une mise à jour. En fait, c'est une absence indéterminée. La durée est indéterminée. On l'a vu sur la glace 3 fois. Donc, la première fois, il a patiné seul. C'était pendant la date limite des échanges. Lui était à Montréal. Il avait patiné seul. Puis, je pense que c'est dans les 2 derniers matchs que j'ai couverts à Montréal. Donc, mardi matin contre Ottawa et samedi matin contre les Panthers. Il était sur la glace... pour le patin matin, là, pour l'entraînement matinal avec ses autres coéquipiers, mais c'était assez léger. Là. Il aidait Éric Raymond à préparer le gardien pour sa sortie, pour son départ. Mais donc, en uniforme, là. En uniforme complet. Bon,
Mais aucune nouvelle du Canadien, aucune mise à jour pour Non. l'instant. Non, puis Hughes a donné quelques entrevues là, récemment, puis il me semble que ça a été mentionné que c'était possible qu'il revienne avant la fin de la saison si c'est pertinent. Non, c'est bien correct, ça. Mais ça veut dire qu'on le placerait... Ça veut dire qu'on précipiterait légèrement son retour, non? Parce que si on si tu dis on va le faire jouer si on est encore dans le coup, ça veut dire que si t'es pas dans le coup, tu le ferais pas jouer. Pourquoi tu le ferais pas jouer? Parce qu'il est peut-être pas complètement remis, donc tu joues un peu avec le feu, non? Ouais. Ce gars-là, hein? Bon sang. Écoute. Bon sang. C'est une coupure qu'il y a eu au Ouais, coude. une lacération au quadriceps. Il y a peut-être Chantal Maccabi qui va revenir au jeu aussi. D'ailleurs, s'il avait porté... c'est drôle parce qu'Harpin a écrit là-dessus hier, mais... Oui, Chantal est blessée. Chantal est blessée, oui. Elle a été opérée. oui. Elle a eu une grave blessure. Ah non, elle a fait un double salto sur la glace de Washington. Ça fait très longtemps de ça, là. En février. Ah, avant ça, je pense. Pas début février? Peut-être. Puis, elle est revenue pendant une semaine ou deux, mais elle avait très, très mal. Elle avait de la difficulté à marcher. Elle a difficulté à marcher, puis après ça, elle a poussé les tests un peu plus loin, puis je sais pas exactement. Elle a des tendons qui ont lâché complètement. Je lui ai parlé cette semaine. Elle a été opérée, reconstruction et tout. Voyons donc. Elle a une attelle là, en ce moment. Là. 2 attelles. 2 attelles? Oui, oui. Mais elle m'a dit qu'elle espère revenir... Quand elle est partie, et c'est pour ça que je mentionnais ça, quand elle est partie pour se faire opérer, c'était dans la période où le Canadien était en période creuse, là, quand ça allait très, très mal. Et elle a dit aux joueurs, on se revoit en séries éliminatoires. Et les joueurs dans le vestiaire sont partis à rire parce que ça allait très, très mal à ce moment-là. Mais là... ça va peut-être arriver. Ça va peut-être arriver. Il semble-t-il que les joueurs, l'entraîneur continue de l'appeler, tout ça, de prendre des nouvelles, mais elle va peut-être retrouver l'équipe au bon moment. Ah oui, effectivement. Ça, c'est du leadership. Le match, c'était le 10 janvier. OK. Donc, ça fait... comme je dis, elle est revenue parce que moi, quand j'étais en Utah, elle était là pour gérer l'épisode d'Emile Heinemann là, et le chauffeur. Et puis, c'est ça, elle a quitté, donc pas longtemps après, peut-être 2 semaines après. Ben, on lui souhaite le plus prompt rétablissement, mais vite, elle est tombée sur la glace? Oui, c'est qu'il y a eu une tempête à Washington. Ah, OK, sur le tarmac. Sur le tarmac. OK, je pensais de la glace. Tempête à Washington. C'est du hockey. C'était givré. Oui, mais c'est très rare là, à Washington. Okay. Eux, ils ne voient pas ça souvent. Et puis, elle a fait vraiment... Elle a pris une méchante débarque. Oui, bon. Ouais. Bon, prompt rétablissement. Mais t'allais dire quelque chose? Oui, ben sinon, parce qu'on parlait de Goulet. Ouais. J'ai dit c'est drôle parce qu'Harpin a écrit là-dessus hier, je pense, mais j'étais là quand Josh Anderson en parlait, c'était après le match. Anderson racontait que c'était la première fois qu'il mettait les pantalons et bas en Kevlar là, pour se protéger des coupures. Anderson, ça, qui portait Josh les pantalons. Anderson, c'est un équipement anti-coupure. Ouais. Et puis, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui le portent, mais là, on essaie toutes sortes de matériaux pour justement essayer... Parce que du Kevlar, c'est pas très flexible. Non, ils ne sont pas à l'aise. C'est un petit peu plus lourd. Plus rigide, tout ça. Donc, bref, pour la première fois de sa carrière, il portait ses pantalons et ses bas-là mardi contre Ottawa. Ouais. Et il y a une séquence où Shane Pinto, bien malgré lui, rentre son patin dans le patin d'Anderson, de l'autre côté de la languette, en arrière de son pied. Il aurait pu le couper. Et puis, c'est sûr qu'il l'aurait coupé. Là, je veux sectionner le tendon. Comme c'est arrivé à Eric Carlson il y a plusieurs années. C'est sûr. Puis Anderson disait après le match mardi, il dit parce que je pense que c'est Brian Wild qui lui a posé la question, qui avait remarqué ce jeu-là. Moi, je ne l'avais pas vu, honnêtement. Je pense qu'on était plusieurs à ne pas l'avoir remarqué. Puis il disait, c'est drôle que tu poses la question, c'est le premier match où je porte ça. J'ai été vraiment très, très chanceux. Et Josh Anderson, donc, lui a accepté de les porter, puis il disait qu'il était à l'aise, que ça ne le dérangeait pas trop. Jake Evans les avait essayés juste avant, détestait ça. Si Caden Goulet avait porté ça à ce moment-là, il serait peut-être blessé, mais certainement pas à la même, à la même hauteur là, ou avec la même ampleur. Mais ça, c'est un combat. Protéger les joueurs d'eux-mêmes, là, c'est un combat... Non, c'est ça, là. De tous les instants. Inachevé, disons. Et très inachevé. Cela dit, je vais dire quelque chose un brin stupide, mais Goulet est blessé, souvent blessé. Il y a matière à inquiétude. Mais on dirait que là, une coupure, je sais pas, c'est pas une commotion, c'est pas le genou, je sais pas, c'est nouveau. Veux-tu que je te fasse peur? Ben, essaye. Gabriel Landeskog. Qu'est-ce qui est arrivé avec ce gars-là? Il est arrivé une blessure semblable un peu plus tôt dans sa carrière.
Puis il a raconté que c'est à partir de ce moment-là que ses problèmes de genoux ont commencé. Moi qui cherchais du réconfort. Ça fait 3 ans qu'il ne joue plus au hockey. Bon. Hey, vous souvenez-vous la fois où ils ont dit il pourrait peut-être y avoir une équipe de hockey en Utah, puis là, dans l'heure suivante, il y avait une équipe de hockey en Utah? Vous souvenez-vous de ce fois-là? Oui. Ça, c'était... Mais on oublie. C'était passé. Le temps passe vite. Le propriétaire des Coyotes s'en souvient bien de celle-là. Oui, lui, ça va bien d'ailleurs, son projet. Ouais, il n'a pas fait grand-chose pour retenir son équipe, je pense. Non, il n'a pas fait grand-chose pour l'entretenir non plus quand il l'avait, mais enfin, nous nous éloignons. Non, je dis ça parce que là, il est question, il y aurait un monsieur avec beaucoup d'argent à Houston qui aimerait amener une équipe de la LNH à Houston. Puis la dernière fois qu'il y a eu un monsieur avec beaucoup d'argent qui voulait amener une équipe quelque part, ça s'est fait. Ça s'est fait. Ouais. Juste avant de parler de ça, quand j'étais en Utah, il y a un ancien employé qui avait déménagé de l'Arizona à Salt Lake City qui me racontait un peu à quel point Alex Meruelo, c'était un propriétaire exécrable. Il y a déjà eu une enquête là-dessus. Et ben tout, ouais. Il m'avait donné quelques exemples, puis entre autres, je pense qu'il avait dit, tu sais, dans nos bureaux un peu partout, on avait des machines pour faire de l'eau pétillante, là, avec différentes saveurs. Là, tu peux mettre fraises, citron, lime, peu importe. Puis ça... Google, tu peux aller te rhabiller. Ça coûtait cher. Ah oui? Alors, ouais, fait qu'un beau matin, les employés se sont levés, puis ils avaient enlevé toutes les machines en expliquant que dorénavant, ça coûtait trop cher, puis que ce serait plus possible. C'est un des multiples exemples. Oui, c'est ça. Le plus bel exemple, c'était quand les Coyotes étaient en séries éliminatoires en prolongation, puis il y a quelqu'un qui avait demandé qu'on fasse venir de la pizza pour que les joueurs puissent faire le plein de calories entre les périodes, puis l'achat de pizza avait été refusé pendant un match de série en prolongation. Ça n'a pas passé à la comptabilité. La demande est revenue. Alors ça devrait pas être le problème de Dan Friedkin. Oui. Qui vend des autos. Oui, des Toyota. Si tant est qu'il a accumulé des milliards. Oui, voilà. Alors, le Friedkin Group serait intéressé, c'est Emily Kaplan d'ESPN qui rapportait ça, serait intéressé donc à une expansion de la Ligue nationale pour amener une équipe à Houston. Je peux pas comprendre comment tu peux devenir milliardaire en vendre des... Faut que tu en vendes beaucoup. Oui. Mais puis tu fasses des options. Tu fasses des acquisitions, je pense. Oui, c'est ça. Volant gainé en cuir et toute la patente. Bref, beaucoup de jantes. Oui. Garantie supplémentaire. Voulez-vous une garantie supplémentaire? Ça fait... Faut que tu en vendes. Mais bref, ça a l'air d'avoir bien fonctionné dans la famille Friedkin parce que c'est son papa qui avait parti ça en 1969 et là, visiblement, ils ont beaucoup d'argent. Alors, ils sont propriétaires. Ce groupe-là est propriétaire de 2 équipes de foot en Europe. Oui. Donc de Everton. l'AS Roma en série italienne et Everton, effectivement, en première ligue. Donc, ils ont beaucoup d'argent, sont intéressés à une expansion, même si officiellement... Il n'y a pas de processus là, d'expansion dans la Ligue nationale de hockey. Ça fait longtemps qu'on entend le nom de Houston qui gravite autour là, des cercles de la Ligue nationale. Rappelez-vous quand les Hurricanes de la Caroline pataugeaient un peu dans un marasme financier, puis que les journalistes de Québec épiaient les vols en provenance de Raleigh, là, pour savoir si M. Karmanos allait débarquer pour venir transférer son équipe. Mais il était aussi question de déménager l'équipe à Houston à ce moment-là. C'est une ville, c'est un très, très grand marché américain. C'est le 5e plus gros aux États-Unis, la plus grosse ville où il n'y a pas d'équipe de hockey. C'est un peu toujours pour ça qu'on a entendu des rumeurs avec Houston. Là, pour la suite, est-ce une bonne idée ou non? Ça, j'imagine que Martin a quelque chose à dire là-dessus. Mais... je sais pas. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Ben parce que tu as toujours des opinions assez fortes. Alors, je te fais confiance. Mais pour ce qui est de la Ligue nationale, c'est sûr qu'on est intéressé. Je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. Donc, je vais laisser ça entre les mains du chroniqueur émérite. Chroniqueur principal. Pas émérite encore, tu n'es pas à la retraite. Principal. Okay. Ouais. Moi, si j'étais directeur exécutif de l'Association des joueurs qui est sur le point de commencer une négociation, là, moi, j'ai l'impression que c'est un ballon qui est lancé. Je peux pas
peux pas concevoir que la Ligue nationale veut procéder à une expansion et qu'on veuille Parce qu'il y en a répartir la tarte en 36, la tarte de revenus de la Ligue nationale en 36 joueurs, mettons, plutôt qu'en 32. 36 équipes. Oui. 36 joueurs à la table. On s'entend que tout le monde va avoir une plus petite part du gâteau au bout du compte. C'est le fun de recevoir un paiement quand les nouveaux arrivent dans la Ligue, sauf que après ça, tes revenus sont handicapés pour toujours. Je ne peux pas concevoir que l'association des joueurs trouve que c'est une bonne idée, par exemple, de faire entrer 800 nouveaux joueurs dans la Ligue, alors que la tarte de revenus, elle va s'accroître. Il y a des nouvelles équipes qui vont entrer, mais ça va freiner l'escalade des salaires. Là. Les joueurs de la Ligue nationale de hockey, les super vedettes de la Ligue nationale de hockey sont déjà les athlètes professionnels des grands championnats nord-américains les moins bien payés. S'il y a plus d'équipes, qu'il y a un plafond salarial 50-50, les salaires vont augmenter moins vite que dans les autres championnats. Alors, moi, si j'étais directeur exécutif de l'Association des joueurs, que j'étais sur le point de commencer à négocier, comme ça a été annoncé, là, début avril, ils vont commencer à renégocier la convention collective, je dirais, vous ne ferez pas des expansions sans notre accord parce que ça touche notre portefeuille et c'est le pouvoir d'achat et c'est la force financière de mes membres qui est en jeu. Alors, on va avoir un droit et j'essaierai de faire inclure ça dans la convention collective parce que ça a des répercussions absolument importantes. Là. Mais en même temps, c'est plus de job pour les joueurs. Si tu es un syndicat, tu crées de l'emploi. Donc, il y a probablement bien des joueurs qui seraient pour dans la mesure où tu as, disons, à terme, 4 équipes de plus, parce que 33 ou 34 équipes, ça m'apparaît bizarre, mais peu importe. Alors, si tu ajoutes à tout le moins 2 équipes, peut-être même 4 jusqu'à 36, ben, tu viens d'ajouter à peu près 100 joueurs dans la Ligue nationale. C'est de la création d'emplois. Je vois mal le syndicat se placer contre ça. Puis je dis pas que je suis d'accord, là, mais l'idée derrière ça... T'es un capitaliste. Ben, comme nous tous, je pense. T'es visiblement d'accord. Probablement, au fond de moi. Mais non, pas vraiment. Je trouve qu'il y en a déjà trop, honnêtement. Oui. J'aurais aimé ça que la Ligue reste à 30, puis peut-être même à 28. Mais dans le temps des 21 clubs, c'est bien c'est le fun, ça. Mais 21. Visiblement, ils en ont fait des expansions, la LNH, dans les dernières décennies. Ouais. Puis ils n'ont pas arrêté. Non. C'est parce que c'est profitable. Absolument. Les revenus de la Ligue n'ont jamais été aussi élevés. C'est sûr que c'est moins que les autres ligues nord-américaines. Il y a moins d'intérêt aux États-Unis, on s'entend. Sauf que ça demeure que la croissance de cette ligue-là a été assez phénoménale. C'est une ligue qui est en bonne santé financière et c'est en partie dû aux autres marchés qu'on a fait venir dans le giron. Puis ça a fonctionné. Donc, jusqu'à présent, ce que Gary Bettman a fait avec les expansions, ça a été très, très profitable. J'imagine qu'il y a... Sauf quelques à un moment donné, il y a un exceptions. équilibre, là. Ouais. Non, mais pour l'ensemble de l'œuvre, là. Le bilan. Ouais. Alors, j'imagine qu'à un moment donné, il y a ce qu'on pourrait appeler un point de bascule. Un point de rupture, oui. Ouais, un point de bascule, point de rupture. Il doit y avoir, financièrement parlant, et avec un quelconque calcul actuariel, là, il doit y avoir un moment où il y a un nombre d'équipes idéal et où tu peux le dépasser puis tomber dans un peu trop de joueurs à la table. Est-ce qu'on le dépasserait si on allait au-delà des 32 actuels? Peut-être, je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question-là. Mais jusqu'à présent, ces expansions-là ont permis à la Ligue de croître et d'aller chercher beaucoup d'argent, pas juste de façon ponctuelle. Mais je reviens à la question des négociations de conventions collectives. Les propriétaires, le partage 50-50 des revenus avec les joueurs, qui dit aux joueurs, vous êtes nos partenaires, on partage 50-50. Les propriétaires n'arrêtent pas de créer de la valeur à l'extérieur des revenus qui proviennent de l'exploitation des matchs de hockey. Vous avez vu hier que les Celtics de Boston ont été vendus pour 6,1 milliards de dollars. J'avais fait les calculs il y a quelques semaines. Dans la Ligue nationale, il y a 20 ans, les équipes valaient 163 millions en moyenne et maintenant, c'est 1,8 milliard. C'est une augmentation de 1098 % de la valeur des équipes. Et on le voit dans la valeur de revente des Sénateurs d'Ottawa, le Lightning de Tampa Bay, etc. Et c'est le deuxième niveau de croissance le plus élevé dans les 4
championnats nord-américains, les 4 championnats majeurs. Ouais. Donc, la valeur des équipes de la Ligue nationale augmente plus vite que la valeur des équipes de la NFL, que les équipes du baseball majeur. Il y a juste la NBA où le niveau de croissance est encore plus élevé. Fait qu'il y a des milliards et des milliards qui se créent de valeur à l'extérieur. Puis quand ils vont faire s'ils font des expansions, c'est encore de la valeur qui va... c'est des dollars que les propriétaires empochent à l'extérieur. Mais c'est sûr que si tu divises la tarte en 850 joueurs au lieu de 725 joueurs, par exemple, Faut que si la tarte n'est pas plus grosse, c'est sûr que... Ben, même si elle est légèrement plus élevée, les salaires des super vedettes du hockey vont monter plus tranquillement. Alors, il faut que les joueurs aient un mot à dire là-dessus. Là, dans le baseball majeur, les joueurs ont un mot à dire là-dessus s'il y a des nouvelles équipes qui sont créées ou pas. Alors, il faut que la force économique soit là. Puis la Ligue nationale, on s'entend, c'est pas le circuit qui génère le plus de revenus en Amérique du Nord. Alors, je trouve ça drôle de voir que c'est eux qui sont en avant de la parade avec leur drapeau. Puis ils disent, nous, on va y aller à 34, à 36 équipes. C'est comme, il y a quelque chose qui est difficile à comprendre. Ouais. Les joueurs pourraient demander leur part du gâteau du prix d'expansion, par exemple. Absolument. Ça, c'était... Ce qui n'a pas été le cas. Puis là, je ne suis pas sûr que la Ligue va faire wow. C'est un revenu. Tu vends des franchises. Mettons $1 milliard. Là. La valeur, ce sont les joueurs qui la créent. Les valeurs de revente, là, quand un gars vend son équipe 20 fois le prix qu'il a payé, c'est parce que ce sont les joueurs qui ont donné cette valeur-là. Ils sont totalement exclus de ça. Et là, c'est comme un match qui se joue sur une table à côté de celle où on dépose l'argent pour les joueurs. Et là, les négociations commencent. Enfin, et ça n'a pas l'air parti pour être... les deux ont dit, les deux parties, Walsh, Get Bettman, tout le monde a dit on voit pas de problème à l'horizon, là, ça devrait être une négociation. On devrait pouvoir régler ça promptement et gentiment. Donc, je suis pas sûr qu'il en sera question. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura l'occasion de revisiter ça. Je conclus. Je conclus. Pas de petits... Non. Alors, merci d'avoir été là. Ça nous fait plaisir. Ouais. Alexandre Gascon, tu es journaliste affecté aux affaires du hockey. Et quel journaliste? tu fais de la radio généraliste ces temps-ci? Oui. Aujourd'hui, c'est 3 jours de suite, là, après c'est terminé. Donc, je remplace. Tu parles de d'autres sports? Je frappe en relève. Voilà. Oui, je parle de d'autres sports. Comme quoi, mettons? Quel généraliste? J'ai parlé. Hier, j'ai parlé. Aujourd'hui, pour mon oral, je vais vous parler. J'ai parlé de la nouvelle présidente du Comité international olympique. Ben oui! Forcément, en long et en large. Parler de Canadiens un peu aussi, forcément. T'es obligé. Du tennis, plein de choses. Du saut à ski, je pense. Tu parleras de Liam Brearley. J'ai parlé du March Madness. OK. Tu parleras de Liam Brearley. C'est ça que je vais parler de ton Liam Brearley. Je veux dire, c'est la médaille à Coupal, ça? ton championnat du monde. Tu parleras de mon championnat du monde. Championnat du monde d'Alexandre Coupal, qui est remporté par Liam Brearley. C'est ça. Donc, Alexandre Gascon, merci infiniment. Ça m'a fait plaisir. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Bon week-end à tous. Hey, merci, bon week-end. Merci beaucoup Jacques-Alexis Bernardin à la réalisation. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir été là. Bon week-end. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.